qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, c'est vendredi et on va parler finances, mais aussi d'un autre sujet qui va sûrement vous intéresser, la musique. Et tout de suite pour commencer, je suis avec ma première invitée, Impress Nyirigango. Je l'ai bien dit? Merci, oui. Nyirigango, ouais. Qui vient nous parler de son deuxième album, Mbutu. Je pense qu'il y a 8 mois en arrière, on s'était déjà parlé sur l'émission. De 6 mois. 6 mois de ton EP, puis là maintenant le deuxième album il est sorti officiellement. Alors on va faire un peu ton historique d'artiste. On va commencer avec ton nom parce que je sais que ton nom Nyirigango, ça veut dire quelque chose. Oui, merci de m'avoir invité aussi ici au studio de Rojas. Je m'appelle Impress Nyirigango, je suis d'origine rwandaise. Compositrice, interprète et auteur. Et mon nom signifie, Nyirigango c'est mon nom de famille, ça signifie résilience, invincible, détermination invisible. C'est-à-dire ça signifie aussi la dignité, l'amour. C'est tout c'est toutes des valeurs qui sont propres à toi, je pense. Parce que quand je regarde un peu ton parcours, ça ressemble à ça. Résilience, détermination, force. Oui, c'est ça. En fait, Nyirigango, il était un guerrier au temps précolonial. Et mon nom, alors, je le porte avec beaucoup d'amour parce que ça signifie ce que comme mes principes, ça signifie vraiment beaucoup de choses dans ma vie, comme mère, artiste, et travailleuse, comédienne. Alors, toutes ces valeurs-là m'aident vraiment à franchir mes objectifs, à atteindre mes objectifs. C'est tellement difficile dans la vie, mais le nom Nyirigango me rappelle chaque jour qu'il ne faut jamais lâcher, qu'il faut avoir l'espoir. Comme quoi, le nom agit toujours sur la vie des personnes. Donc, ce n'est pas n'importe quel nom qu'il faut donner à n'importe quelle personne. C'est ce qu'on dit chez nous aussi dans notre culture. On dit que les noms ont beaucoup de signification, portent beaucoup de poids sur nos vies aussi. Parlons de ton amour pour la culture, non seulement rwandaise, mais aussi africaine. Parce que tu es très attachée à tout ce qui est historique, tout ce qui est histoire. Tu n'arrives pas à te détacher. On le voit même dans tes œuvres. Je pense que c'est tellement important de savoir d'où nous venons. Ça signifie, c'est mon identité culturelle, qui je suis, d'où je viens. C'est vraiment important de savoir. Pour bien savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens, les origines. Alors, c'est pour cela que dans ma musique, tout cela est là. Tu vas entendre les sons de chez nous. Par exemple, tu entends l'instrument le plus ancien du Rwanda qu'on appelle Inanga. Vous voyez ça ici devant nous. C'est un instrument qui était joué pendant des événements très, très importants de la culture rwandaise. Comme les mariages? Les mariages, peut-être pendant les moments de célébration, les rituels, plusieurs choses. Alors, pour moi, tout cela représente ma culture. Ouais. Et vraiment, quand tu parles de ta culture, là, c'est pas juste parce que tu as envie de la célébrer, mais c'est surtout parce que tu as envie de la faire connaître, parce que c'est ça que tu montres à ton public ici au Canada. Oui, c'est pour cela que j'ai même commencé ce projet pendant la pandémie. Oui, j'ai pensé à mes origines depuis mon enfance, parce que nos parents étaient des réfugiés au Burundi, là où je suis née. Je me rappelle qu'on parlait le Kinyarwanda à la maison. Même si on était au Burundi, on parlait le Kirundi, le Kinyarwanda, le français, tout cela, mais on devait parler le Kinyarwanda. Alors, ma culture, pour moi, c'est tellement... C'est à moi. Je ne peux pas me détacher de ça, parce que ça fait partie de moi. Alors, c'est pour cela que tu vois tout ça, ce que je fais dans ma musique, c'est pour aussi représenter cette culture. Je ne veux pas que ça disparaisse, parce que les chercheurs ont dit qu'il y a plusieurs cultures sont en train de disparaître à cause de la culture populaire. Oui, avec la technologie, notre monde est devenu comme un village. Alors, pourquoi ne pas vraiment promouvoir ces cultures? Vraiment, parce qu'il y a de bonnes choses. Imagine cet instrument, ça sonne tellement bien. Pourquoi ne pas vraiment l'impliquer dans nos projets actuels?
Ça fait des générations qu'on n'avait pas vu ce genre d'instrument dans les villes, dans les spectacles très populaires. Et moi, je me suis dit, c'est le temps. C'est le moment vraiment d'avoir cet instrument. Il faut que les Canadiens sachent que cet instrument existait. Je pense que tu viens au bon moment, Ninette, parce qu'on parle en ce moment beaucoup d'équité, de diversité, d'inclusion, et les gens, c'est-à-dire toutes les cultures ont envie de se connaître. Donc, je pense que c'est un bon moment que toi, tu viens avec ton album, mais aussi avec ces instruments-là pour faire connaître aux gens. Écoutez, on a de bonnes choses de notre côté aussi. D'accord, c'est ça vraiment mes intentions. On va nous rester 10 parce que quand on faisait l'enregistrement de cet album, on le faisait dans plusieurs studios du monde. Dans plusieurs studios du monde, tu vas nous en parler après la pause. Parce que je sais que tu es allé au Rwanda pour enregistrer avec des gens internationaux. Écoutez, on revient juste après vous regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je reçois Marie-Josée Pollens. C'est une personne de petite taille. Elle parle des défis qu'elle a dû relever pour être la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre toujours le deuxième album de Impress Nyirigango qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu, elle va nous dire un peu plus tard qu'est-ce que ça signifie. Mais avant la pause, tu nous parlais de cet instrument-là. Tu me rappelles encore le nom? Inanga. Inanga. Sitar en français. Sitar en français. Ouais. Et tu mentionnais que pour toi, c'était important qu'on fasse sortir ces choses de nos cultures africaines là, pour les montrer au grand jour. Oui, c'est ça. Et moi, je suis aussi un bon exemple des musiciens de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, de Mali, de Gambie. Qui ont la kora. Oui, qui la kora. Oui. Tout cela m'a beaucoup inspiré parce que j'écoute Farka Touré. Hein. Il est de mes chanteurs préférés. Il m'a inspiré même à écrire des chansons de mon mini-album. Je te dis, tu es très attachée à la culture. Oui, alors c'est comme ça que j'ai pensé à faire quelque chose pour Inanga. Parce que j'ai grandi en Afrique. Je suis née au Burundi. On entendait cet instrument pendant les émissions de la nuit, là, le soir, pour comme raconter l'histoire. Et des fois, ça m'emportait vers un autre monde que je n'ai jamais su, le monde de nos ancêtres. Et quand j'étais à l'université, j'ai encore vu, c'est comme dans mes rêves, je dis pourquoi ne pas utiliser cet instrument? Chaque fois que j'entends cet instrument, j'ai envie aussi de raconter une histoire. Mon histoire du Rwanda, l'histoire du génocide contre les Tutsis en 1994. Cet instrument peut nous unir parce que ça initiait les Rwandais avant. L'autre fois. Alors, j'ai dit, OK, la musique, pour moi, c'est une façon de guérir. De guérir nos blessures profondes par rapport à notre histoire douloureuse, des événements tragiques. Et c'est comme ça que j'ai dit, alors, c'est le moment de faire quelque chose, non pas pour moi seulement, pour aussi nos communautés qui aussi traversent des moments pareils dans le monde entier. Pourquoi ne pas le faire en faisant quelque chose qui inspire la guérison, l'amour, l'espoir, la résilience et tout ce qui est bien pour continuer de vivre. Malgré tout ce qui nous est arrivé. Tu viens de parler d'amour. Là, on va écouter un de tes titres là, qui s'appelle « Mon amour ». Oui, merci.
Mon cœur, mon amour. Tu sais que le temps s'écoule si vite. Tu sais qu'il passe et ne revient jamais. Mais l'amour sincère ne tarit jamais. C'est ce qui reste gravé dans un cœur. Non, l'amour ne tarit jamais, c'est ce qui reste gravé. Oui. Tu as tellement raison. Oui. Donc, l'amour, quand tu parles ici de l'amour, on voit un couple. Est-ce que c'est pour les gens qui sont amoureux ou bien on parle de l'amour en général? En fait, c'est une bonne question qu'on m'a posée plusieurs fois après avoir sorti cette chanson. Pour moi, cette chanson, ça signifie plusieurs choses. L'amour, pour moi d'abord, l'amour pour ma famille. C'est inconditionnel, ça. L'amour pour l'art, pour la culture, pour ce que je fais dans ma vie chaque jour, c'est inconditionnel. L'amour pour les amis qui sont là pendant les moments très difficiles. L'amour, le mot amour. Tout simplement, en gros, l'amour en grand. Oui. Alors, ça dépend de quelqu'un qui la voit, peut vraiment interpréter la chanson de sa manière, mais pour moi, ça signifie plusieurs choses. Ce qui est l'amour, qui englobe l'amour en général. Tu sais que tu me l'as dit, je pense, la dernière fois qu'on a fait l'entrevue, si je ne me trompe pas, ou peut-être dans une conversation hors honte qu'on a eue, le génocide, c'est quelque chose qui influence beaucoup ton art, qui influence beaucoup, en fait, tes écrits. À quel point ça t'a affecté, je perds mes mots, et à quel point, en fait, tu arrives à t'en inspirer, parce que c'est douloureux comme époque. Tu sais, dans la vie, pour pouvoir vraiment sortir des moments difficiles, il faut faire face à ces moments. Il faut vraiment aller à la source de tes problèmes. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Il faut aller là-bas, voir ce qui t'a fait mal, et maintenant en parler. Parce que si on n'en parlait pas, on en va oublier et ça peut se reproduire. On a vu dans l'histoire du monde, le génocide, ça se reproduit. Mais il ne faut pas que ça se reproduise. C'est alors pour moi une tâche très importante comme artiste de vraiment guérir ces émotions, ces douleurs profondes qui proviennent de l'histoire du Rwanda. Je pense que c'est ça, Amahoro, qu'on entend en ce moment. Est-ce que ça... Non, ça c'est Ungana. Ungana, ça signifie un enfant qui a traversé des moments difficiles, mais qui a pu s'en sortir à cause de sa résilience. Est-ce qu'on parle de toi ici parce que tu as vécu cette époque-là du génocide? Moi, j'étais en dehors du pays, mais ma grand-mère, presque 94% de ma famille était périe. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, je parle de plusieurs gens qui ont traversé de ce moment. Ça peut être un Canadien qui a traversé les moments difficiles pendant son enfance dans un foyer et qui traverse des moments difficiles. Ça peut être un enfant quelque part en Haïti. Ça peut être quelque part au Congo, là où il y a maintenant des problèmes. Alors, c'est une chanson qui nous parle des moments difficiles. Les gens qui passent des moments difficiles, mais qui arrivent quand même à s'en sortir à cause de cet amour, de voir au-delà de ces problèmes pour pouvoir arriver à quelque chose. La musique est vraiment puissante, parce que je me dis, pour un artiste qui est vraiment... on va dire, qui parle, qui chante à partir de son cœur. Et puis comme toi, tu parles beaucoup de guérison dans tes chansons. Ouais. Je me dis, c'est ça qui va forcément ressortir. Peut-être, est-ce que tu as déjà eu dans un spectacle des gens qui pleurent ou qui sont remplis d'émotions? Oui, je me rappelle, surtout quand j'ai ces prestations acoustiques, c'est des séances acoustiques, je chante et je parle de des chansons parce que je suis au Canada, il y a des chansons qui sont en Rwanda, on ne peut pas comprendre. Quand je les traduis, après, ils disent qu'ils ressentent quelque chose pendant que je chante. Ils disent que tu es tellement emporté par la chanson, on dirait que c'est ce qui est en train de chanter et c'est vraiment en toi. On dirait que c'est une histoire douloureuse. Alors, c'est vrai, ça dépend de la personne qui écoute et qui fait attention au son, mais aussi aux mots ou aux paroles. Oui. Je pense que tu as eu des ressources financières qui proviennent du Conseil des Arts et ça t'a aidé à mettre sur pied ce deuxième album-là et tu es allé à la source au Rwanda faire des... Pourquoi c'était si important? Parce que oui, tes chansons, on les entend ici, mais... Oui, c'est là même tu vois dans ce clip-là, là où tu vois les danseurs traditionnels, le pays du Rwanda a plusieurs collines, on l'appelle pays des 1000 collines. Je suis allée là-bas pour voir la famille, mais parce que c'était pendant la pandémie, on ne peut pas retourner. Il y avait beaucoup de problèmes. Alors, j'ai commencé à écrire des chansons. J'étais inspirée par des vrais événements tels que les difficultés, les
la négligence ou l'abus fait aux enfants. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de problèmes. On en parle même jusqu'à aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ont été abusés parce qu'ils passaient tout le temps à la maison. Alors, j'écris des chansons là-dessus. C'est Uwunu, ça signifie compréhension, résilience, la générosité. J'ai parlé aussi des femmes qui ont la détermination. Là où je parlais de moi parce que je voulais me rappeler qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut que c'est un exemple pour tes enfants. C'était tellement difficile, mais je dis, cette chanson me rappelle chaque jour qu'il faut me réveiller pour aller faire ce que je dois faire. Peut-être que ça va inspirer quelqu'un. C'est pour ça que je suis allée à la source. Comme j'avais de l'aide, de la famille, de l'affection, je pouvais faire ça. Et puis il y avait l'Inanga, qui n'est pas au Canada. Il fallait le faire ou enregistrer les premières chansons, puis les premiers enregistrements étaient faits au Rwanda parce qu'on avait besoin de ce son. Ouais. Et les autres, c'était partout, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis. On aimerait te recevoir une prochaine fois encore pour parler d'un autre de tes projets parce que ça va vite avec toi. Impress, on te souhaite un réel succès. Et puis, comme je l'ai mentionné, là, n'hésite vraiment pas à venir nous parler de tes autres projets. Merci beaucoup. Si vous voulez vraiment savoir de plus à propos de moi, allez sur mon site, impressnyiringango.ca. Là, je pense que c'est difficile d'appeler. Vous allez mettre ça dans votre lien. Merci. Merci beaucoup, Impress. Alors, comme elle a mentionné pour vous autres à la maison, Impress Nyiringango, vous allez taper Impress Nyiringango, là, vous allez trouver ça.ca. Et elle est aussi disponible sur iTunes, sur YouTube. Vous allez avoir accès à toutes ses œuvres musicales. On va prendre une pause et juste après, on parlera finances. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle du mois de la littératie financière et avec moi Sonia-Sophie Courdeau qui est la chargée de communication du Centre EBO. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce que vous faites au Centre EBO. En tout cas, moi personnellement, je ne le sais pas. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Oui, absolument. C'est un nouveau poste que j'occupe depuis un peu plus d'un mois. Donc, je suis coordonnatrice en communication. Donc, c'est le premier poste en communication qui existe au Centre BO et je me charge vraiment de faire rayonner nos services, de les rendre accessibles au grand public, d'en parler parce qu'en ce moment, on le sait, c'est essentiel de parler de finances avec tout ce qui se passe, le contexte pandémique, l'inflation, etc. Donc, j'ai pris ce poste-là justement parce que je reconnaissais l'importance d'en parler. Puis c'est quelque chose qui me touche aussi personnellement pour avoir été là aussi, pour avoir été dans cette situation financière précaire il y a trois ans. Donc, c'est sûr que c'est la mission du Centre EBO qui t'a attiré. Oui.
Tout à fait. Quand j'ai postulé pour le poste, justement, j'avais vu les mots santé financière, bien-être financier, autonomie financière, empowerment. Ce sont tous ces mots-là qui m'ont vraiment interpellée parce que j'ai moi-même eu à avoir recours à des services d'aide financière et c'est ce qui a changé ma vie. Personnellement, j'ai développé la capacité de regarder mes chiffres alors qu'avant, je me mettais plutôt la tête dans le sable. J'avais peur, je suis une fille Comme de beaucoup. lettres. Oui, exactement. Puis on pense que parce qu'on n'œuvre pas dans le domaine financier, on n'a pas la capacité d'avoir des réflexions intelligentes et autonomes sur notre situation financière, alors que c'est tout le contraire. On a tout à apprendre. Puis c'est même très empuissançant, j'ai beaucoup utilisé ce mot-là, d'avoir la capacité de planifier, de mieux planifier son avenir quand on est outillé de meilleure connaissance. Oui, donc le centre EBO, ils sont là pour faire de l'éducation et de l'accompagnement, si j'ai bien compris. Oui, mais en fait, nous, comme organisme communautaire à Ottawa, on s'occupe surtout d'aider la population vulnérable. Donc, c'est surtout les personnes à faible revenu qui se tournent vers nous, qui sont souvent référés par des organismes communautaires. OK. Parce que la plupart des clients qu'on dessert ont d'autres problématiques. On a des organismes qui œuvrent auprès des itinérants. Des organismes qui œuvrent avec des femmes affectées par la violence. En tout cas, des organismes qui œuvrent auprès de différentes populations qui sont fragilisées par leur situation personnelle et qui ont aussi des défis financiers. Et nous, on apporte cette expertise-là pour leur venir en aide. Donc, on travaille beaucoup en collaboration. Est-ce que la référence est le seul moyen avec lequel les gens peuvent avoir accès à vos services? Parce que tu as parlé de référencement tout à l'heure. En fait, les gens peuvent aussi nous contacter individuellement. C'est très facile de le faire aussi par le biais de notre site. Tout est affiché, nos services et tout ça. Les gens ont vraiment accès à des conseillers, des coachs spécialisés. On touche à 4 services. Okay. Donc, je peux en parler brièvement. On a le service à l'impôt. Ça s'en vient bientôt. Oui, mais en fait, c'est pas offert seulement pendant la période d'impôt. C'est ça qui est beau, c'est que c'est offert à l'année. Donc, les personnes qui ont des problématiques financières peuvent à tout moment nous appeler, faire un rendez-vous et c'est gratuit aussi parce qu'on est un organisme à but non lucratif. On reçoit des fonds pour venir en aide à la population vulnérable. Donc, le service à l'impôt, il y a aussi la consultation budgétaire. Donc, à ce moment-là, s'il y a des gens qui ont des problèmes spécifiques, qui veulent revoir leur budget, comment repayer leurs dettes, donc ils peuvent faire ça avec un coach. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont en situation de crise. Il y a aussi le service de coaching budgétaire. Donc là, c'est un programme qui est plus structuré, qui va permettre aux clients de réfléchir à leur portrait financier, donc formuler des objectifs, c'est quoi leurs objectifs financiers et de vie et ce seront quels moyens qu'ils vont utiliser justement pour les atteindre. Donc ça se fait dans un contexte individuel avec un coach, un intervenant en autonomie financière. C'est un nouveau programme qu'on vient juste de lancer qui est en train d'émerger au sein de l'organisme. Et on a aussi l'éducation financière, évidemment, parce que ça nous tient à cœur. On offre des ateliers et des sessions d'information dans des organismes à des groupes, donc sur différents thèmes liés aux finances. Donc, dans le milieu scolaire et aussi dans le milieu communautaire, donc les organismes qui ont des groupes qui aimeraient accueillir un conseiller, un animateur à venir donner un atelier peut nous appeler pour fixer un rendez-vous. Alors, j'ai cru voir sur le site web, je ne sais pas si je me suis trompée, dans quelle section, je ne sais plus trop, que vous accueillez des personnes de 16 à 35 ans. Est-ce que c'est vraiment le seul public, la tranche d'âge de votre public cible ou bien ça s'étend à plus de 35 ans? Ça s'étend, oui. On aide beaucoup. En fait, il y a un programme qui est pour les jeunes. Ça, c'est le programme Mes finances, mes choix.
Et ça, ce sont des animateurs justement qui se déplacent dans les organismes et les écoles pour aller les outiller pour justement qu'ils puissent planifier leur avenir et avoir une meilleure qualité de vie. Mais on aide beaucoup la population aînée aussi. Pour les impôts, par exemple, on aide à des personnes âgées dans des résidences. Donc, non, ça s'étend. C'est vraiment des groupes d'âge très, très variés. Mais on reçoit beaucoup de personnes célibataires, des personnes en famille. Des parents, des parents monoparentaux aussi. Oui, tout à fait, exactement. Je vais juste te demander si le Centre Ebo est vraiment très connu parce qu'il y a un fort besoin dans la communauté, surtout maintenant avec ce qu'on vit avec l'inflation. Là, j'entendais dire quelque part que les sous qu'on donne, par exemple, aux personnes qui sont itinérantes, là, ça suffit vraiment plus, vu la hausse de tout ce qu'on voit dans nos supermarchés, dans les coins où est-ce qu'on doit acheter à manger. Donc, il faut vraiment avoir une bonne gestion financière pour pouvoir maintenir la tête hors de l'eau. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ce qu'on fait voir à nos clients aussi, que peu importe leur situation actuelle, ils ont le pouvoir de changer leur réalité. Et ça, c'est un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois, oui. Oui, puis on se rend visible, en fait, surtout par les organismes avec lesquels on collabore. Moi, je ne connaissais pas EBO avant. Que je commence avant que je vois le poste qui était affiché. Évidemment, ce qui est arrivé aussi, c'est que ce sont les conseillers, les intervenants qui faisaient la promotion de leurs services, mais qui avaient des contacts directs avec les organismes. Alors que là, il y a vraiment un poste qui s'occupe de faire rayonner le centre un peu plus. Mais il faut savoir aussi qu'on est un leader dans ce domaine-là, non seulement au niveau communautaire, mais au niveau national, parce qu'on s'insère aussi dans un mouvement. On fait partie de cet écosystème-là qui est touché par justement le mois de la littératie financière. Exactement, le mois de la littératie financière. Là, écoute, Sonia, on pourra en parler après la pause parce que j'ai beaucoup de questions à te poser là-dessus. Alors, je te garde avec moi et vous aussi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur les services offerts au centre EBO et avec moi la chargée de communication, Sonia Sophie Courdeau. Et tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé avant la pause, c'est que tu as dit que les problèmes financiers, ça touche tout le monde, on le sait, mais on peut s'en sortir un pas à la fois. Et c'est souvent tellement, je vais dire, gênant qu'une personne qui a des problèmes financiers vienne en parler à quelqu'un d'autre, que tout le monde préfère garder ça pour soi. Tellement.
tellement, je me reconnais dans ce que tu dis parce que j'ai eu beaucoup d'orgueil, hein, moi, quand j'avais des problèmes financiers, puis j'ai même refusé d'aller à la banque alimentaire alors que j'en avais vraiment besoin. Donc, oui, c'est extrêmement intimidant quand on se sent dépassé par nos finances et quand on a le sentiment de ne rien connaître. Tu sais, on a l'impression d'être vraiment ignorant quand on s'assoit face à un conseiller. Puis en fin de compte, quand on sort de là, on se sent empuissancé parce qu'on a maintenant des moyens. Mais entre le savoir et faire le pas pour changer sa situation, ça prend une grande dose de courage. Définitivement. Et puis vous avez plusieurs services, tu nous en as parlé avant la pause, il y en a 4. Si je me rappelle bien, il y a l'éducation financière, il y a le service des impôts. Le 3e, c'est... La consultation budgétaire. La consultation budgétaire. Et le coaching. Et le coaching. Et je pense que tous ces services-là sont utiles pour toute la communauté, que ce soit le coaching ou bien même l'éducation financière, parce qu'on en a toujours besoin. Et là, maintenant, tu viens faire la promotion du mois de la littératie financière. C'est quoi qu'est-ce qu'on célèbre ou qu'est-ce qu'on célèbre pour ce mois de novembre avec la littératie financière? Oui, le mois de la littératie financière, c'est une initiative de la CFC, l'Agence de consommation en matière de littératie financière, si moi je me souviens bien. Puis, en fait, ce que ça fait, c'est que ça sensibilise la population à l'importance de développer sa littératie financière, ses connaissances. Puis aussi, ce que ça fait dans un deuxième temps, c'est que ça encourage les acteurs clés de l'écosystème financier à collaborer, à tisser des liens, se rapprocher pour que, en fait, les clients sachent qu'on existe. Donc, ce mouvement de collaboration-là fait en sorte qu'on devient plus présent sur le terrain pour nos clients en combinant nos expertises collectives, respectives, donc travailler de façon collective pour le bénéfice de nos clients. Puis justement, le Centre BO a contribué à la mise sur pied d'un réseau de littératie financière qui a maintenant 10 ans. Cette année. Puis ça, c'est un réseau qui se rencontre, échange des ressources, justement. Ce qui est intéressant dans ce réseau-là, c'est que les membres du RALFO, du réseau d'action en littératie financière, proviennent de milieux différents. Donc, il y a des personnes qui en sont membres qui aident surtout les personnes avec des problèmes de santé mentale. Il y en a d'autres qui œuvrent auprès des populations autochtones, d'autres qui aident aux personnes itinérantes. Donc, on a vraiment, c'est très intersectoriel. Donc, tous ces beaux gens-là viennent ensemble, partagent leurs ressources et essaient de voir comment ils peuvent collaborer, quels projets ils peuvent mettre en œuvre pour venir en aide à leur clientèle. Donc, c'est vraiment un mouvement de collaboration. Et sans mentionner qui que ce soit, parlant de collaboration, là, vous collaborez aussi avec certaines banques de la place ici pour pouvoir donner les meilleurs, on va dire, les meilleurs services à vos personnes qui viennent vous contacter. Oui, tout à fait. Puis il y a Desjardins qui est un grand partenaire à nous chez EBO. On reçoit des fonds aussi. On a des bailleurs de fonds qui nous permettent de continuer nos activités. On a Alterna aussi qui nous a beaucoup aidés au cours des 43 dernières années depuis notre naissance d'EBO. Donc, c'est vraiment un écosystème. Et puis vraiment, on a besoin que le centre EBO puisse travailler avec ces structures financières-là parce qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face, Sonia, Sophie. Il y a certaines institutions qui ne donnent pas tout parce qu'eux aussi, ils font du business. Ils font du business. Oui, donc, ils disent tout pas à tout. Fait. Oui, puis des fois, on n'est pas au courant. Puis ce qui arrive, c'est que y a des pratiques qui sont abusives, des prêts avec des taux d'intérêt absolument ridicules. Mais quand on est désespéré, quand on n'a pas d'argent, puis on ne sait pas ces choses-là, des fois, on s'embarque dans des prêts, on fait des emprunts qui peut-être
n'ont pas été réfléchis d'abord parce qu'on n'avait pas les connaissances pour nous dire, OK, non, c'est peut-être pas une bonne décision. Donc, justement, EBO permet aux clients de faire des décisions éclairées parce qu'il les éduque. Donc, ça leur permet justement d'éviter un plus grand taux, un plus grand niveau d'endettement. Puis Dieu sait à quel point en ce moment, les gens endettés, il y en a. Juste au Canada, on est un des pays les plus endettés, je pense, dans les familles. Puis ça a été soulevé justement quand le mois de la littératie financière a été lancé. C'est que c'est pas pour rien que le thème de cette année, c'est gérer son argent. On revient vraiment aux bases. Je parle à des gens dans mon entourage qui ont des bons emplois, qui sont bien rémunérés, qui étaient confortables dans leur mode de vie il y a 2 ans, mais maintenant, ils doivent compter leurs scènes. Ils se sont remis à faire un budget et on a oublié ces pratiques-là. C'est comme si on revenait dans l'ancien temps puis on reprenait les habitudes de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Qui fonctionnaient quand même. Oui, c'est ça, exactement. Puis, en espérant ne pas rester dans la survie, parce que quand on est en mode survie tout le temps, ça devient épuisant et on a l'impression de passer à côté de ce qui nous rend heureux, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi de ramener ce niveau de qualité de vie-là chez nos clients qui nous interpelle beaucoup. Alors, Sonia Sophie... Oui, j'ai oublié de mentionner qu'il nous reste 45 secondes. OK. On est un organisme communautaire francophone, mais on offre aussi les services dans les 2 langues officielles. J'ai oublié de le mentionner. Parfait. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que vu que nous aussi, on veut appuyer votre travail, c'est quand tu veux, s'il y a des conférences ou des activités au centre EBO, on peut venir sur le plateau pour informer nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Claude. J'apprécie énormément. Merci. Et puis, on se reparle une prochaine fois. Oui, parfait. Bonne journée. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès aux services du centre EBO, ça sera au www.centre-ebo.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va faire des tours avec le R premier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je vous l'ai dit en début de l'émission, on va parler aujourd'hui sur l'émission de musique et de finances. On a terminé avec les finances. On repart en musique avec le R premier qui vient nous parler de son 2e album Détour. Et le R premier, première question pour toi, c'est concernant le temps que tu as mis avant de sortir ce 2e album-là. Cœur de Pion, je pense que c'était 2013, 2014. 7 ans, 8 ans après, tu nous fais sortir un 2e album. Tu faisais quoi pendant ces 8 ans? Ben, merci déjà de me recevoir entre nous. Salut Claude, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Puis
effectivement, ça a pris un peu de temps pour faire cet album, pour des raisons purement artistiques en fait. C'est-à-dire que dès la sortie de l'album Cœur de Pion, l'inspiration était là, tout était prêt pour que le prochain album emboîte le pas immédiatement juste après. Puis je commençais à l'écrire, commençais à le composer, et plus je faisais ça et plus je me rendais compte que je pouvais aller chercher quelque chose de plus en fait. Au niveau de l'inspiration des textes, de la maturité au niveau de l'écriture également, de la pertinence des compositions. Donc cette démarche finalement d'aller vraiment creuser pour apporter vraiment quelque chose d'unique à mon avis pour le public, ça a été réellement ça le vrai processus. Ça a été un processus d'expérimentation également. Ça a été un album aussi qui a pris le temps on va dire de venir organiquement, on va dire. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je l'explique. Alors, quand tu me parles de quelque chose d'unique que tu recherchais, est-ce que tu savais exactement ce que c'était ou au fur et à mesure, tu t'es dit « Non, je ne l'ai pas encore. Non, je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas encore. » Comment ça a fonctionné pour trouver ce truc-là que tu cherchais? Ouais, ben merci, c'est une très bonne question. En fait, j'avais un peu la sensation de ce que je voulais, mais je ne savais pas, dans un premier temps, si ça allait être réussi. C'est un peu comme si tu essayais une nouvelle recette, mais qu'il n'y avait pas la recette écrite pour toi. Et donc, tu ne sais pas si le plat va être bon après ou pas. Donc, ça a été justement c'était aussi également un risque, du coup, parce que à partir un peu hors des sentiers battus de cette manière-là, tu ne sais pas ce que ça va donner à la fin. Donc, je pense que j'avais un sentiment, un peu de ce que je pensais que ça allait donner, mais je n'avais pas vraiment un objectif très, très, très déterminé, donc d'où l'exploration finalement. Et je dois avouer quand même que le résultat, lorsque finalement il s'en est agi de dire bon, c'est prêt, j'ai pas du tout hésité. Je savais que je vais dire parce que j'ai pas travaillé sur cet album tout seul non plus, mais je peux dire que j'ai eu ce sentiment qu'on l'avait finalement. Voilà. Alors c'était quoi ce déclic là de oui, on l'a maintenant? C'était quoi ce sentiment que tu as ressenti? Je ne sais pas. Je pense que toutes les personnes qui sont dans la création connaissent c'est pas facile de le décrire en fait. C'est pour ça que je parle de sentiment. En fait, quelqu'un m'a un jour dit que souvent au niveau de la création, tu sais que c'est bon quand ça se tient et que tu peux plus rien enlever. Et je crois que peut-être c'était un peu quelque chose comme ça, parce que l'idée n'est pas de rajouter, parce que tu peux toujours rajouter des choses, mais à un moment donné, tu sens que si tu enlèves quelque chose un peu, ça fait plus de sens en fait. Et donc tu te dis, ok, bon voilà, je crois qu'on l'a là. Je crois que c'est un peu comme ça. Ouais. Et puis, il y a aussi les thématiques, hein? Oui, pardon? Oui, les thématiques, on va en parler plus tard. On va rester encore dans ces 8 ans-là. Tu as parlé de maturité et je sais que tu allais te faire accompagner par un mentor, quelqu'un pour qui tu as beaucoup de respect. Est-ce que tu peux nous parler de cette connexion que tu as eue et comment ça a joué sur la production de cet album-là? Ben c'est ça, j'ai eu beaucoup de mentors, en fait, plusieurs, et sur différents aspects. Il y a beaucoup de gens vraiment avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer en toute humilité. Pour moi, ça m'a toujours étonné un peu quand ils acceptaient de travailler avec moi, parce que vu leur parcours et leur feuille de route, je n'étais pas forcément certain que je méritais tout à fait leur attention. Mais déjà, au niveau des rythmes en fait, que l'album explore, j'ai eu l'occasion de travailler avec un artiste béninois en fait, qui est basé au Bénin, qui s'appelle Junior Pachavi. En fait, on a passé plusieurs mois ensemble. C'est quelqu'un qui m'a accueilli, sa famille m'a accueilli, ils m'ont vraiment accueilli vraiment comme un membre de la famille. Et il a été très généreux avec moi. On a vraiment fait cet échange-là de connaissances. C'était au Bénin. Et donc, celui-là, je le salue en premier. Il y a un autre percussionniste en fait qui s'appelle Vovo, qui est basé à Montréal, qui m'a accompagné très longtemps sur scène. C'est quelqu'un qui a joué avec le Cirque du Soleil, qui a tourné avec le Cirque du Soleil et qui m'a un peu pris un peu comme un peu sous son aile aussi. Donc j'ai beaucoup appris de Vovo également. Mais d'un point de vue technique, il y a également des musiciens basés à Ottawa ici, Dan Cheshko, Olivier Philippe Auguste au viola, Dan à la basse, Sonny Black à Montréal également au niveau des arrangements. Donc autant de monde franchement auprès de qui je continue d'apprendre toujours, et c'est tout ce monde-là un peu qui a apporté un peu leur influence également
dans cet album-là d'une manière ou d'une autre. Donc des mentors, j'en ai, et puis j'aime ça m'entourer de mentors. En tout cas, c'est bon de s'entourer de mentors parce que quand tu parles de maturité, là, on peut le voir dans le deuxième album. Et j'en ai parlé avec Jean-Paul Moreau, que tu connais sûrement. On t'a critiqué sur Entre nous ici. On parlait de ton album et puis j'étais tellement d'accord avec ce que Jean-Paul Moreau disait. Tu prends du temps avant de sortir un album. Et lorsque tu sors, c'est vraiment quelque chose qui accroche. Et puis je me dis, j'ai tellement de respect pour toi parce que les artistes qu'on voit en ce moment, quand c'est tout chaud là, on fait sortir un deuxième, on fait sortir un EP. C'est-à-dire, il faut ne pas se faire oublier. Mais toi, t'es pas dans ce move-là. Non, tu n'es pas dedans. Tu prends ton temps et puis lorsque tu dis, comme tu l'as dit, hein, quand tu es prêt, tu le fais sortir. Mais est-ce que souvent, tu n'as pas peur qu'on t'oublie? C'est vrai que franchement, tu lis un peu vraiment dans le cœur en tout cas, dans mon cœur, en tout cas. Okay, oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte-là. Il y a toujours cette crainte, c'est sûr, parce que tu dis, oui, et surtout aujourd'hui où les choses vont très, très vite, on a cette pression-là. Mais personnellement, je me suis dit sur cet album, j'avais pas envie que l'album soit victime d'un point de vue de la qualité. De la pression sociale en fait de devoir être toujours franchement sous le spotlight. Je me suis dit il mérite pas ça, donc on va lui donner le temps qu'il a besoin pour qu'il arrive. C'était un risque également, j'avoue, mais une fois que l'album est sorti, quand j'ai vu ce que les gens en ont pensé, je me suis dit vraiment que ce temps en valait vraiment la peine. Ouais. Mais je te dis, c'est comme ça que, je me permets de te dire, et puis tu le prends pour toi, hein, tu l'as bien mérité, c'est comme ça que les icônes fonctionnent. Elles ne sont pas dans le bruit qu'on va faire sortir tout le temps des affaires et tu attends toujours le bon moment et quand c'est sorti, c'est sorti. Et tes paroles sont toujours tellement poignantes que souvent on se demande à quoi tu penses quand tu écris. Par exemple, on va aller avec Himalaya. Tu as dit quelque chose comme « Les fleurs de l'espoir sont comme des montagnes ». À quoi tu pensais ou bien quel est le message que tu voulais envoyer à la personne qui allait écouter ces phrases-là qui se trouvent dans Himalaya? Ouais, merci vraiment pour cette question. En fait, c'est très abstrait comme phrase, en fait, mais en même temps, il y a quelque chose que je ressens une certaine puissance en fait dans cette phrase. C'est de dire, c'est un peu un paradoxe, celui de la fragilité. Donc, en fait, l'image vraiment d'une fleur qui est toute fragile, mais en même temps, pour moi, la fleur, ça évoquait un peu cet espoir. Et l'Himalaya, c'est un peu l'adversité, c'est ce défi-là, un peu que chacun, quelque part, doit être un peu amené à surmonter dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Mais ce petit truc fragile-là qui te fait quand même aller de l'avant. Et souvent, ça prend pas grand-chose. Oui. Ça prend peut-être quelqu'un qu'on apprécie dans sa vie, ça prend peut-être un objectif, et c'est fragile un peu comme une fleur. Mais c'est ça qui fait accomplir de grandes choses, en fait. Donc, c'est ce que j'ai voulu un peu illustrer dans cette phrase en disant, souvent, c'est ces petits détails de la vie courante, en fait, qui paient pas de mine, en fait, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais qui pourtant peuvent faire bouger des gens, et puis faire franchir des montagnes. Donc, c'est vraiment aussi une invitation aux gens pour leur dire vraiment du courage, parce qu'on sait que les temps ne sont pas toujours faciles, en fait, sur tout ce qu'on vit en ce moment. Donc, de dire, il y a un Himalaya, puis prends courage, tant qu'il y a de l'espoir, on continue d'avancer, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça le message. Tu le dis, je l'ai écouté en boucle ce matin, là, comme les fleurs de l'espoir sont comme l'Himalaya, il y a quelque chose comme ça. Et puis, ce que tu expliques, là, ça n'a rien à voir avec comment moi je l'ai ressenti quand je l'écoutais. Donc, tu es vraiment dans l'image, en fait. Tu laisses, en fait, la personne qui écoute penser à qu'est-ce qu'elle a envie de penser. Parce que pour moi, les fleurs de l'espoir sont comme des montagnes. Je me suis dit, OK, l'Himalaya, c'est vraiment plusieurs montagnes comme ça. Donc, peut-être qu'un petit espoir, un autre petit espoir, en fait, fait un cumul de grosses affaires qui vont finir par se réaliser. Bon, je l'ai vu autrement. C'est ça. Toi, un bouquet, une chaîne de fleurs. Ouais. C'est également une image. Exactement. Et puis, là, tu parlais de l'espoir comme thématique. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu as évoquées dans ce deuxième album-là? Oui, absolument. Il y a la thématique qui revient souvent, en fait, dans ma démarche, c'est celle du dépassement de soi, en fait, qui revient à travers plusieurs chansons également, un peu comme Himalaya, d'ailleurs, on en a parlé. Il y a également un peu la thématique, en fait, de la nostalgie, en fait, évidemment. Mais pas d'une nostalgie triste, mais d'une bonne nostalgie. Je crois que ça existe également. On peut se souvenir de certaines choses sans regret ou envie nécessairement de le revivre parce que ce qu'on a vécu, c'était assez.
et on part avec les souvenirs en avance. Donc la Douce Saudade sur l'album parle un peu de ça, surtout pour ceux qui vivent loin de chez eux. Douce Saudade, c'est également ce truc où tu vois, tu repenses un peu à ton passé, puis pas nécessairement que tu as envie d'y retourner parce que tu es OK, mais quand même tu t'en rappelles et puis tu vis bien avec ce souvenir-là. Des galaxies nous séparent, c'est une chanson qui est très très près de mon cœur sur l'album parce que c'est cette chanson, à mon avis, qui représente vraiment l'idée de cette démarche que j'ai voulu amener à travers la rythmique, mais également le côté classique, le côté symphonique en fait sur cet album. Donc ça se retrouve vraiment sur Des galaxies nous séparent. Il y a un aspect vraiment grandiose aussi dans cette chanson-là et voilà, il y en a beaucoup d'autres, hein, de faire un peu le bilan aussi de sa vie, parce que quand on parle de maturité, veut ou veut pas, à tout moment, à chaque moment, des fois, on s'assied et je pense que tout le monde passe à travers ce type de réflexion. Oui. C'est où est-ce que j'en suis, où est-ce que je m'en vais. On passe tous par là. Exactement. Donc, tranche de vie, c'est pour ces gens-là qui des fois ont envie de se dire quel est le bilan de ma vie un peu. Qu'est-ce que je laisse un peu, quoi. Et tu as été un peu, je vais utiliser le mot, audacieux avec le mélange des instruments. Parce que tu mélangeais des instruments qui nous viennent carrément de l'Afrique avec un peu de, je ne sais pas comment je vais, c'est pas du jazz, je sais plus, j'arrive pas à percevoir exactement c'est quoi, mais le mélange est beau en tout cas. Et comment tu t'es fait accompagner pour pouvoir oser de la sorte? Ouais, ben, j'apprécie. En fait, souvent ces mélanges, par exemple, la plupart, en fait, toutes les guitares et toutes les percussions sur l'album, c'est moi qui les ai jouées en fait. Oh oui. Okay. Oui, donc toutes les percussions que vous entendez sur l'album, c'est moi qui les ai jouées, puis également les guitares. Donc, et c'est là que ça vient, c'est là que ça se crée ce côté dont tu parles effectivement. Oui, certaines personnes trouvent que ça a un peu une saveur un peu de jazz. Ça joue un peu avec les frontières, c'est sûr, au niveau des genres musicaux, mais le but était effectivement d'amener quelque chose d'assez insolite. Pour moi, j'ai vraiment de la satisfaction quand les auditrices ou auditeurs peuvent me dire « Écoute, j'entends ce que tu fais et honnêtement, j'ai pas vraiment beaucoup entendu ce type de son. Pour moi, quand j'entends ça, je dis « Ouais, ok, mission accomplie. » Ouais. Je vais revenir sur ce que tu viens de dire là parce que j'avais une question par rapport à ça. C'est qu'est-ce qui fait ta particularité selon toi? La plupart du temps, les artistes n'arrivent pas à répondre à ça parce qu'ils sont juste eux. Mais est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à qu'est-ce qui faisait ta particularité? Oui, c'est justement ce son-là, cette sonorité qu'on entend, mais également le message en fait. Parce que pour moi, je crois que, tu vois, j'étais une fois en tournée pour le lancement justement de l'album Cœur de Pion et puis j'ai eu l'occasion de vraiment remarquer, vraiment à travers un cas très concret, comment la musique pouvait vraiment sauver la vie de quelqu'un, parce que quelqu'un dans l'audience est effectivement venu me parler après. Puis j'ai compris finalement que la musique avait vraiment ce pouvoir-là. Donc depuis ce temps-là, dans ma démarche artistique, en fait, j'essaie vraiment de m'assurer que mes paroles, en tout cas, apportent vraiment une contribution parce que tu ne sais pas qui l'aura entendu, dans quelle situation et qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un. Des fois, ça prend une seule phrase, en fait, de quelque chose que voilà, la personne passait par là par hasard, puis toi, tu as eu peut-être le privilège de passer ce message-là, puis la personne l'entend, puis ça déclenche quelque chose. Puis moi, c'est ce genre d'impact-là que j'espère vraiment apporter avec ma musique. Donc, c'est ces deux choses-là. D'un point de vue du son, amener une sonorité très rafraîchissante, quelque chose qui est fidèle à moi-même, à mes origines béninoises, mais aussi également à l'aspect canadien bien également, mais également au niveau des paroles, vraiment donner cette force-là aux gens qui entendent ma musique. C'est ça ma particularité, vraiment. En tout cas, félicitations. Et puis, on le voit avec tout ce que tu viens de partager avec nous, là, ton travail prend plusieurs couches, réflexion, je sais pas, interpellation aussi souvent à certains aspects de nos vies, là, pour pouvoir pousser les gens, à, comme j'ai dit tantôt, à réfléchir. Et puis, si on repart sur le tour du monde, là, je ne vais pas dire que c'est mon préféré, mais en tout cas, je l'aime beaucoup à cause du rythme qui se trouve à l'intérieur. C'est dansant, en même temps, c'est chaleureux, je sais pas. En même temps, il y a ce petit côté jazz, là, comme tu dis, là, un peu en arrière avec tes paroles. Écoute, tu as fait un travail extraordinaire, là. Comment se porte l'album en ce moment? Il est sorti en septembre. Comment ça se passe? L'album, il se passe exactement comme il a été créé. Et je pense que, en ce sens que la réception est là.
ça joue. Plusieurs émissions de radio ont embarqué et ça diffuse. Et puis, je pense que c'est un album dont le rayonnement est en train de s'établir, justement, en fait. Donc, au niveau de la critique, je suis très, très touché par vraiment l'accueil, la critique que les gens font. Bonne critique aussi, plus 10, moi je le dis. Ouais, c'est très apprécié, puis honnêtement, je veux dire, c'est vraiment pour ce projet. Moi, en ce moment-ci, ce projet ne m'appartient plus vraiment à ce stade. C'est un projet qui a été lâché dans l'univers, dont ça fait partie un peu finalement de tous ceux qui l'entendront. Donc, quand j'entends ça, c'est un peu comme finalement t'as quelque chose de cher que tu donnes, quoi. Et puis, quand les gens apprécient cette chose-là, t'es juste content, en fait. On va en prendre soin. On va en prendre soin. Écoute, on te souhaite bon succès et puis tu reviens quand tu veux sur le plateau pour nous parler de tout ce qui bouge avec toi dans ton domaine musical. C'est très apprécié, ça fonctionne. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne journée, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, c'est vendredi, il fait un peu frais à l'extérieur. Là. Allez sur YouTube, tapez le R Premier, cherchez le tour du monde et puis je suis sûre que vous allez vous mettre à danser à la maison. Son site web, c'est le rpremier.com. C'est là que vous allez avoir accès à toute son actualité. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, on rencontre Nadia Seytout, la cofondatrice de Melanin Connection, devenue coach de mise en forme pour inspirer d'autres femmes à se prendre en main. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où il sera question de l'impact du rire sur notre respiration. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, une information que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit de la 17e édition du Déjeuner des flocons. TV Rogers sera en partenariat avec Unique FM pour la deuxième fois cette année pour vous offrir une émission spéciale qui sera en direct du Centre Pauline Charon de 8h à 9h. Vous êtes invités à venir vous joindre à nous, donc de 8h à 9h, soit pour pouvoir partager un bon petit déjeuner dans une atmosphère familiale, joyeuse, ou bien si vous ne pouvez pas, vous pouvez commander votre boîte déjeuner, aller la chercher, ou même si vous avez déjà préparé un petit déjeuner, vous pouvez acheter ou bien faire un don, comme je le disais tantôt, acheter ou faire un don au Centre Pauline Charon. L'objectif financier de cette année est de 45 000 $, et ça, là, on pourra seulement le faire avec vous. Alors, si vous êtes intéressé, là, vous pouvez directement aller sur le www.cscvanier.com pour avoir toutes les informations concernant la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige. Et puis, nous, on sera, comme je l'ai dit, pour une émission spéciale de 8h à 9h. Je serai accompagnée par Jean-Paul Moreau et Sylvain Caron. Je continuerai de vous donner des informations la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit lundi à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignements franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.